On est parti? Allez, on est parti. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence dédiée à l'alternance. Je suis Stéphane Martin, je suis le président de Develop Invest. J'ai le plaisir d'animer cette webconférence avec Céline. Bonjour, je suis Céline Laroche, je suis chef de projet formation chez Develop Invest. J'ai auparavant travaillé pendant 5 ans dans un CFA, un centre de formation d'apprentis au poste de responsable pédagogique. J'accompagnais les futurs apprentis à trouver une entreprise et j'accompagnais également les entreprises à trouver l'apprenti idéal. Et j'ai travaillé par la suite pendant 3 ans à la Fédération des associations de chiens guides d'aveugles au poste de responsable de formation. Et donc aujourd'hui, je suis chef de projet formation donc chez Develop Invest. Donc j'encadre une équipe d'une dizaine de chargés de formation et responsables de formation et je m'assure de la qualité de prestation qui est délivrée à nos clients. Merci. Alors pourquoi un coup de projecteur sur l'alternance? Eh bien parce que comme cela est indiqué dans le titre, le dispositif alternance bénéficie d'une attractivité renforcée du fait de la réforme. On va passer quelques points en revue de manière assez pragmatique. Nous vous proposons donc d'aborder les points suivants. Tout d'abord, nous allons vous présenter en quelques mots Develop Invest, notre entreprise. Et puis nous ferons un focus ensuite sur les grands changements de l'alternance. Et ce que nous vous proposons dans la foulée, c'est de les illustrer par des cas et des bonnes pratiques. Et puis si vous êtes d'accord avec cela, parce que nous n'aurons en 45 minutes jamais le temps de traiter tous les sujets qui peuvent devenir très vite techniques en matière d'alternance, nous traiterons donc les questions-réponses à la fin de notre intervention. Je vous invite donc à les recenser au cours de la discussion. Par ailleurs, vous avez d'ores et déjà accès normalement à notre présentation, si j'en crois les messages. Qui est donc disponible dans votre espace Webikeo. Develop Invest en quelques mots. Develop Invest, c'est une société qui est spécialiste de la gestion de la formation professionnelle depuis un peu plus de 15 ans. Et notre métier, c'est de bâtir, de développer et puis de gérer des organisations apprenantes au sens large avec tous les dispositifs que cela revêt à l'intérieur des entreprises. Les entreprises qui sont clientes de Develop Invest sont majoritairement des entreprises dites de taille intermédiaire, donc on va dire des grandes PME, et puis également des grands comptes. En matière d'alternance, nous avons géré, comme vous le voyez à l'écran, l'année dernière, en 2018, plus de 4000 contrats d'alternance pour lesquels nous sommes intervenus dans une prestation qui se veut à 360 degrés, ou jusqu'à 360 degrés, je m'explique. Nous intervenons dès lors qu'il s'agit de sourcer des programmes et des candidats, de sélectionner des écoles également et de construire des relations avec ces écoles ou ces centres de formation, de recruter les candidats en alternance, de les accompagner dans leur intégration. Nous effectuons également la gestion administrative, financière également pour ces mêmes contrats de professionnalisation de l'apprentissage et nous allons jusqu'à l'évaluation des candidats quand ils sont en poste juste après la fin de leur alternance. Alors pour nous, l'alternance est un vrai sujet parce que c'est à la croisée des chemins entre le recrutement et la formation. En l'occurrence, c'est un sujet qui relève de la gestion des compétences et des talents de demain. Et c'est en ça que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors pour contextualiser l'alternance, nous souhaitons partager avec vous 4 chiffres clés qui sont issus des sites officiels de la DARES et puis de la Direction du Travail. Donc le premier chiffre qu'on souhaite partager avec vous, c'est 60,4%. Donc 2 apprentis sur 3 trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leur formation en alternance. En comparaison, une personne qui suit une formation en université va mettre 3 fois plus de temps, donc 18 mois en moyenne à la fin d'un master en université pour trouver un emploi. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que l'alternance est un vrai facilitateur d'insertion professionnelle, puisque, comme on le sait, le jeune ou le moins jeune acquiert des compétences tout au long de sa formation. Le deuxième chiffre clé, c'est 19 000 en haut à droite. 19 000 €, c'est le coût annuel moyen d'un apprenti. Et c'est en l'occurrence 25% moins onéreux que le coût d'un salarié au SMIC, en valeur absolue. Bien entendu, il a des horaires de travail qui sont différents, une organisation du travail qui sont différentes, mais en valeur absolue, il faut retenir que c'est 25% moins élevé que le salaire d'un SMIC. Le troisième chiffre clé en bas à gauche, c'est 28% de rupture de contrat.
Donc un contrat sur 4 n'ira pas au bout, n'aboutira pas. Et en grande majorité, cette rupture de contrat se fait dans les 2 premiers mois du contrat, donc pendant la période d'essai. Donc on vous a mis ce chiffre parce qu'on veut vraiment insister sur le fait que l'intégration, la préparation de l'arrivée du nouvel alternant est très importante pour favoriser le bon déroulé de sa formation pendant l'année, les 2 ans, les 3 ans, voire plus de sa formation. C'est exact. Et le dernier chiffre, c'est 4680. Cela correspond au nombre d'entreprises qui, en 2017, ont payé la contribution supplémentaire à l'alternance, une pénalité, parce qu'elles n'avaient pas rempli leur quota en matière d'alternance. Donc ça concerne les entreprises de plus de 300 salariés. Je fais un rapide calcul, je me dis que 5000 entreprises de plus de 300 salariés ont décidé de renoncer au dispositif alternance pour X raisons, mais probablement pour tous les freins qui jusqu'à présent existaient. Ça veut dire qu'elles renoncent aussi à un dispositif de recrutement. Alors on peut espérer qu'avec la nouvelle réforme et ce qu'on va vous présenter dans un instant, on est bientôt à vous présenter d'autres chiffres en matière de contributions supplémentaires en alternance. Du coup, après ces chiffres clés, quelles sont les évolutions essentielles de l'alternance concernant les grands dispositifs alternance? On va commencer par le contrat d'apprentissage. Donc il y a différents points clés qui évoluent avec cette réforme, notamment l'âge. Auparavant, un jeune pouvait signer un contrat d'apprentissage jusqu'à ses 25 ans révolus. Avec la réforme, le jeune peut aller jusqu'à ses 29 ans révolus. Donc ça permet une souplesse dans le recrutement du jeune en question. Souvent, au-delà de 25 ans, on passait sur un contrat de professionnalisation qui a moins de limite d'âge. Là maintenant, le contrat d'apprentissage est possible jusqu'à 29 ans. Ça permet notamment à des jeunes qui auraient pu sortir du système scolaire un peu trop tôt, d'y revenir tout en complétant avec une expérience professionnelle. Donc c'est une souplesse par rapport à cette modalité. La deuxième modalité, c'est la durée du contrat d'apprentissage. Auparavant, elle était de 1 à 3 ans. Maintenant, elle est réduite. Donc on peut signer un contrat d'apprentissage de 6 mois jusqu'à 3 ans, voire même 4 ans pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, auparavant, il y avait un calendrier bien défini pour recruter un apprenti et signer un contrat d'apprentissage. Dorénavant, on peut intégrer et signer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Donc ça, c'est une vraie souplesse aussi bien pour les centres de formation que pour les alternants et pour les entreprises pour le recrutement de leurs futurs apprentis. Oui, ça permet de désaisonnaliser un tout petit peu. Ouais. D'une part, ça permet également, puisqu'on parlait de taux de rupture tout à l'heure, ça permet de faire en sorte que des salariés, des alternants qui potentiellement ont décidé de changer d'avis, puissent réellement suivre une autre voie, y compris en alternance. Autre point qui évolue, c'est la revalorisation du salaire, puisqu'il y a une grille qui est définie en fonction de l'âge et du niveau d'études de l'alternant. Et pour les alternants de plus de 21 ans, le salaire est revalorisé de 2 points, ce qui fait 30 € net de plus par mois. Une souplesse horaire pour certains domaines d'activité. Auparavant, il était, surtout pour les jeunes de moins de 18 ans, auparavant la durée maximum de travail, c'était 35 heures par semaine. Elle est allongée à 40 heures par semaine et 8 heures de travail par jour. Et on peut aller maintenant au-delà, jusqu'à 10 heures de travail par jour. Autre point, c'est la mobilité à l'étranger. Elle est très développée dans le domaine universitaire, notamment avec Erasmus. Au sein de l'alternance, c'est un peu moins développé, un peu moins connu également. Et cette réforme permet aujourd'hui à un apprenti de suivre une formation à l'étranger d'une durée de 2 ans, alors qu'auparavant c'était 1 an, avec l'obligation par ailleurs de suivre la formation en France pendant 6 mois. Donc 2 ans au lieu d'1 an pour une formation en alternance à l'étranger. Et enfin, un autre point qui allège grandement les entreprises sur les modalités administratives et les centres de formation, c'est l'enregistrement du contrat d'apprentissage qui ne se fera plus auprès des CCI, mais auprès de locaux à partir de janvier 2020. Donc il suffira de se connecter et de déposer le contrat d'apprentissage sur le site. Merci. À cela, on peut ajouter également dans les grands changements de l'alternance des possibilités de réaliser de la formation à distance, et notamment à distance ou en situation de travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, ce qui permet de rendre un peu plus conforme, on va dire, la législation par rapport à la réalité du monde du travail.
On ne peut que s'en féliciter. Et puis, on a également, je le souligne, mais c'est valable pour d'autres dispositifs, on aura également un financement par les OPCO à compter du 1er janvier 2020. Et puis le dernier point, c'est que pour les entreprises de moins de 250 salariés, on a une aide unique à l'apprentissage qui va se substituer aux différentes aides qui existaient jusqu'à présent, comme par exemple la prime à l'apprentissage, l'apprenti supplémentaire, etc. Et qui est déjà en place à partir du 1er janvier 2019 et qui, comment dirais-je, est octroyée selon les années de l'apprenti. On va jusqu'à 4 125 €, si je ne dis pas de bêtises, pour une première année de contrat d'apprentissage selon certaines conditions, etc. Donc ça, c'est un dispositif qui permet de renforcer également l'attractivité du contrat d'apprentissage. On ne rentre pas complètement dans tous les détails, je vois qu'il y a des questions qui sont très, très, très techniques. On pourra vous y répondre soit à la fin de cette conférence, soit par le biais d'une documentation qu'on mettra à votre disposition. Et qu'en est-il de la professionnalisation ? On est bien. Donc pour le contrat de professionnalisation, même chose, changement au niveau de la durée du contrat. Auparavant, il était de maximum 2 ans, maintenant on peut aller jusqu'à 3 ans. Le grand changement lié au contrat de professionnalisation, c'est une expérimentation qui aura lieu sur 3 ans, qui consiste à signer un contrat de professionnalisation sans qualification ou certification à la clé. C'est l'entreprise et l'OPCO qui vont identifier des compétences que va développer l'alternant, acquérir, développer, et donc c'est une grande souplesse au niveau de ce dispositif, puisque auparavant il fallait impérativement une qualification ou une certification à la clé, et maintenant on peut signer un contrat de professionnalisation, développer des compétences sans aboutir spécifiquement à ce type de certification. L'aide aux entreprises est renforcée. Un demandeur d'emploi qui est recruté de plus de 26 ans va permettre à l'entreprise de bénéficier d'une aide financière de 2 000 € par le Pôle emploi. Et un demandeur d'emploi qui est recruté de plus de 45 ans va également permettre à l'entreprise d'obtenir une aide financière du même montant, donc 2 000 € cette fois-ci versée par l'État. Et enfin, ce qui est de plus en plus pris en compte dans le cadre de cette réforme, et qui est tout à fait en lien avec la formation en général, c'est la digitalisation des contenus de formation, la formation à distance et la FEST, l'action de formation en situation de travail, est reconnue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Merci. Alors ces deux grands dispositifs que sont contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation sont également renforcés par un nouveau dispositif qui s'appelle la Pro-A. Et contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'équipe de basket, c'est ça ? Contrairement aux idées reçues, donc, alors, la Pro-A, c'est un nouveau dispositif qui permet de promouvoir, comme cela est indiqué sur le slide, la promotion ou la reconversion par l'alternance. Donc le A, c'est alternance. Ça permet aux salariés de favoriser leur évolution ou leur promotion professionnelle, leur maintien dans l'emploi ou leur reconversion. Donc c'est destiné à un public, comme vous le voyez indiqué sur la diapositive, de qualification inférieure ou égale à Bac+2. Typiquement dans une industrie, par exemple, ça permettrait à des techniciens expérimentés de passer à un niveau de manager de proximité, de contremaître. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces salariés qui sont majoritairement, ce dispositif qui est destiné majoritairement à des salariés en CDI, permettent à ces mêmes salariés donc, de changer de métier ou d'obtenir une promotion en validant une formation qualifiante qui est au moins d'un niveau égal à celle qu'ils ont aujourd'hui. Du point de vue légal, il y a une particularité, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y ait un avenant au contrat de travail qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par l'alternance. En termes de financement, alors la durée c'est entre 6 et 12 mois, donc ça peut être relativement court, parce que 6 mois finalement, quand on regarde bien, c'est une période assez courte pour viser une certification ou viser une qualification particulière. Et en matière de financement, ce sera l'OPCO qui prend en charge toute partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement sous la forme d'un montant qui est forfaitaire et qui est fixé par accord de branche. À ce stade, à cette date, de ce que je sais moi en tout cas,
tous les accords de branche n'ont pas fixé les modalités de prise en charge de la Pro A. Néanmoins, c'est un dispositif sur lequel on peut compter pour faire en sorte qu'effectivement on puisse accompagner des publics en situation fragile au regard de la vitesse à laquelle les métiers se transforment, et notamment du fait de la digitalisation. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont relativement classiques, j'ai envie de dire, et pour les deux premiers, et puis la Pro A qui est un dispositif nouveau. On vous laisse un tout petit peu le temps de respirer. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc ça c'est très intéressant. On va pouvoir y répondre dans la foulée de notre intervention. Nous nous sommes dit que ce qui serait intéressant, c'est d'illustrer par le biais de bonnes pratiques non seulement la réforme et les changements occasionnés, c'est le cas notamment pour la création d'un CFA, puisque c'est relativement récent, mais pas que, en fait, on a aussi des bonnes pratiques à partager avec vous, et sur lesquels nous aimerions vous sensibiliser. Donc, on commence avec former une classe dédiée d'alternants. Donc, ça peut concerner dans certaines entreprises une population plus difficile à recruter. Donc, la première étape, c'est évidemment d'identifier cette population qui est précise dans l'entreprise afin de se dire on va organiser la formation de cette population dans une même classe. Donc, il va falloir par la suite créer un partenariat, une convention avec un centre de formation ou une école, ce qui va permettre du coup de prévoir la même formation pour cette population dédiée, d'organiser le recrutement avec le centre de formation sur les prérequis dédiés à l'entreprise et non pas dans le cadre d'une alternance plus standard, différents types de recrutement, puisque pour répondre à différents prérequis d'entreprise, là c'est vraiment les prérequis de l'entreprise spécifique. Et donc cette population va pouvoir suivre la même formation au sein de la même entreprise, sur différents sites ou sur le même site, ce qui va permettre déjà pour l'entreprise de renforcer son partenariat avec une école ou un centre de formation, et d'assurer des financements plus attractifs, puisque financement collectif. Alors on a d'ailleurs de ce point de vue créé en 2018 avec un de nos clients qui est une société qui travaille dans le domaine du textile et dans le retail. Nous avons créé une classe dédiée en partenariat sur la région parisienne en partenariat avec un organisme de formation, classe dédiée alternante qui a visé un public cible de directeurs adjoints de magasins. Pourquoi directeurs adjoints de magasins? Parce que c'est une population en forte tension dans ce métier-là, c'est très difficile de les recruter et de les garder. Et de fait, c'est par ce biais, en tout cas, on fait cet essai-là, que nous allons faire en sorte de les recruter et de les former. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, avec le partenariat organisme de formation, centre de formation, on a eu la possibilité de faire en une année l'équivalent, avec un titre professionnel, l'équivalent d'un BTS, MUC en l'occurrence, management des unités commerciales, puisque telle est la cible ou on va dire la formation privilégiée que nous avions. En un an, on va donc pouvoir former et recruter une classe entière d'alternants dédiée à cette société-là, qui va pouvoir également promouvoir sa propre culture, faciliter et mutualiser bien entendu tout ce qui concerne les bonnes pratiques dans ses propres magasins, à l'intérieur de et construire des parcours particulièrement adaptés bien entendu, à l'intérieur de cet organisme de formation. Ce que nous visons, c'est, soyons très sincères, c'est 100% de taux de transformation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que tous ces alternants qui maintenant ont décidé de continuer cette aventure soient réellement recrutés au terme de cette action-là. La classe dédiée, c'est vraiment un excellent moyen. Là, il n'y a rien de nouveau, d'une certaine manière, lié à la réforme, mais on fait un focus là-dessus, vous allez voir pourquoi. C'est vraiment un excellent moyen de pourvoir des postes sur des métiers en tension. Alors, pardon, je vais juste finir sur un point, puisque nous avons mis un beau sigle là, à la fin de cette slide, qui est le sigle euro. Il se trouve que dans le cas de cette alternance et de cette classe dédiée dont je viens de parler, nous avions des prérequis qui n'étaient pas satisfaits par tous les candidats qui avaient postulé à l'alternance. Et de fait, nous avons mobilisé un partenariat avec Pôle emploi en région parisienne, avec lequel nous avons donc créé une préparation opérationnelle à l'emploi, une POE, qui a permis de mettre à niveau ces alternants, ces pré-alternants,
pour faire en sorte qu'ils soient éligibles ensuite au dispositif. Donc ça, c'est intéressant parce que financièrement, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais financièrement, ils ne sont pas salariés de l'entreprise, ils sont financés, payés par Pôle emploi, et la formation peut être prise en charge en tout ou partie par l'OPCO. Et dès lors qu'ils sont prêts et qu'ils ont validé le maximum de 400 heures de formation, on peut les intégrer à l'intérieur du programme et du dispositif de classe dédiée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça nécessite un peu d'ingénierie, un peu de, on va dire, d'astuces et de bonnes pratiques pour le coup, mais c'est extrêmement intéressant pour l'ensemble des protagonistes pour le coup, parce qu'on peut vraiment aller chercher bien davantage que des candidats qui auraient été éligibles immédiatement. Alors dans les bonnes pratiques, ça c'est plutôt nouveau, c'est un phénomène nouveau et dopé par la réforme récente, c'est la création d'un centre de formation d'apprentis en entreprise, à l'intérieur d'une même entreprise. Alors, moi, ce que je trouve intéressant avec ce dispositif, c'est qu'aujourd'hui, créer un CFA d'entreprise, c'est plus facile qu'auparavant. C'est plus facile pour une raison assez simple. D'abord, c'est ce que vous voyez dans la bulle de gauche, c'est que pour la création, ce n'est plus nécessaire de passer par une convention avec la région. Donc, une simple déclaration d'activité auprès de la directe suffit. C'est-à-dire que certaines entreprises, si tant est qu'elles aient des publics cibles, évidemment, qu'elles aient une vraie réalité, qu'elles aient une certaine taille, parce qu'il faut une dimension pour pouvoir financer tout cela et mettre en œuvre, il faut des ressources. Dès lors que ces entreprises ont un numéro de déclaration d'existence ou qu'elles peuvent le demander, c'est le cas pour tous les organismes de formation interne, pour les universités, les académies d'entreprise, etc., elles peuvent prétendre à devenir un centre de formation d'apprentis. Alors pour cela, il faudra quand même qu'elles fassent mention dans leur statut de l'objet social, c'est-à-dire qu'elles sont destinées aussi à former des apprentis, ou créer une structure juridique différente. Alors cette démarche-là, elle est très intéressante et elle vient en complément de la classe dédiée. En fait, elle bénéficie de tous les avantages de la classe dédiée dont tu viens de parler un instant. Et moi, je vois également 3 grandes opportunités additionnelles à cette création de CFA en interne. La première opportunité, c'est que du coup, on peut choisir des promotions entières qui mêlent des salariés de l'entreprise, qui mêlent des étudiants, qui mêlent potentiellement des salariés de filiales étrangères dans l'entreprise, qui permettent également de recruter en alternance, ou de former en alternance, des collaborateurs qui sont en reconversion, du coup, par le biais de la PROA notamment, ou encore des salariés clients de l'entreprise. Ça peut peut-être répondre à une question que j'ai vu passer tout à l'heure. Des salariés clients de l'entreprise. Vous imaginez la puissance du dispositif du point de vue des compétences sans aucun doute, mais du point de vue commercial et de la compétitivité également, et de l'ancrage que vous pouvez avoir au sein même de vos propres clients. Ça, c'est le premier point, donc choisir des promotions. La deuxième opportunité que je trouve particulièrement intéressante, c'est que vous pouvez également choisir des modalités pédagogiques différentes. Vous êtes finalement maître de ces modalités pédagogiques. Elles peuvent faire appel, par exemple, à du blended learning, à de la formation à distance. Vous pouvez y intégrer de la réalité virtuelle, de la formation en situation de travail, du mobile learning. Bref, vous construisez un parcours qui vous est particulièrement propre. Vous surfez sur des technologies qui sont au bénéfice ou au bénéfice, c'est ça, de votre propre organisation, de vos métiers, et c'est vous qui choisissez cela. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Le troisième point, et pas des moindres, c'est que vous pouvez également, en créant votre CFA d'entreprise, sélectionner des formateurs, des professeurs, des enseignants, qui sont là issus de votre propre entreprise. C'est une manière de les reconnaître aussi, c'est une manière de valoriser et de capitaliser vos savoirs acquis dans l'entreprise, mais vous pouvez aussi également capitaliser et cultiver un réseau d'experts externes qui vont donc vous permettre de vous approprier des expertises, des bonnes pratiques, des enseignements que vous n'auriez pas pu acquérir par d'autres moyens, et donc de cultiver ce réseau-là. Je dirais que c'est une opportunité additionnelle par rapport à la classe dédiée. Donc voilà 3 bonnes raisons de créer un centre de formation d'apprentis d'entreprise. Je dirais que on dit là entreprise, mais vous pouvez le faire aussi en inter-entreprise, si tant est que vous ayez bien entendu des métiers en tension qui soient... C'est le cas dans la restauration. Je sais que dans la restauration, on a déjà des centres de formation d'apprentis inter-entreprises qui sont en création et qui voient le jour en ce moment. Donc je pense que c'est un dispositif sur lequel il est intéressant de se pencher. Et ça, c'est plutôt récent. En termes de financement, dès le 1er février 2019, les OPCO, selon les niveaux qui seront définis par les branches professionnelles, vont financer les centres de formation des apprentis avec une petite différence avec ce qui existait auparavant.
sans rentrer dans le détail. Le financement se fera en fonction du nombre d'apprentis, de contrats signés. C'est ça? C'est ça. Parfait. Donc ce qui change fondamentalement, c'est que voilà, on passe d'un statut qui relève du ministère de l'Éducation nationale à un statut qui se rapproche davantage du droit du travail, donc qui est plus conforme, plus réaliste, plus adapté à notre monde du travail d'aujourd'hui. Alors les financements des CFA, on ne va pas passer de temps sur ce diagramme-là parce qu'il serait relativement indigeste. Ce qu'il faut retenir, vous pourrez le regarder tranquillement et puis nous interroger à la suite de notre conférence si vous le souhaitez. Ce qu'il faut retenir, c'est un point essentiel, c'est que le financement des CFA est simplifié avec deux acteurs majeurs que sont France Compétences et les OPCO, en lieu et place des nombreux OCTA et les régions pour ce qui concerne la déclaration. Donc c'est un dispositif qui est effectivement renforcé. Quand on parlait d'alternance, un dispositif avec l'attractivité renforcée, voilà typiquement l'illustration de ce titre. Donc on a parlé de la classe dédiée, de la création d'un CFA et bien entendu il faut s'assurer que l'alternant va avoir un bon onboarding, un bon embarquement, une bonne intégration dans son aventure de l'alternance. Et donc, évidemment, il y a de la préparation à mettre en place. Le premier point qui est conseillé, c'est de former les tuteurs pour les contrats de professionnalisation ou les maîtres d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage. Ça, c'est un point impératif. C'est important d'identifier la personne qui sera à même d'accompagner l'alternant pendant tout son parcours de formation, qui permet également, donc cette formation en règle générale est une durée de 2 jours, donc ce qui est assez court et assez facile à organiser. Et elle permet notamment de bénéficier de financements concernant l'exercice de la fonction tutorale, qui peuvent être de 230 € par mois sur une durée de 6 mois ou plus, donc ce qui peut être très bénéfique pour l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui identifierait 50 tuteurs et formerait ces 50 tuteurs pour évidemment 50 alternants pour une entreprise de 1000 salariés, pourrait bénéficier dans le cadre de ce financement d'exercice de la fonction tutorale d'un financement de quasiment 70 000 €. Donc c'est pas négligeable, c'est à prendre en compte. Dans tous les cas, au-delà de l'aspect financement, la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage permet également pour ces personnes de savoir quel est leur rôle et quels accompagnements ils doivent mettre en place pour amener le jeune vers la réussite de ses examens. Le deuxième point, pour réussir une intégration, comme pour tout autre collaborateur, c'est évidemment de construire le parcours d'intégration avec différentes personnes qui vont travailler au quotidien avec le collaborateur, le nouveau collaborateur, mais pas que. Donc prévoir différents moments, différents jalons, différents points de validation pour assurer au nouvel alternant qu'il aura toutes les informations nécessaires pour son intégration. Exact. Alors moi j'ai croisé il y a quelques jours un DRH dans une industrie qui me racontait que sa société était en pleine évolution et qu'elle était en train de prendre un virage vraiment historique avec une recherche et développement qui travaillait considérablement en s'accaparant la notion d'intelligence artificielle. Il me parlait des ambitions de la société, il me parlait des objectifs de la société, il me parlait justement du fait que les salariés soient tous très unis et très mobilisés par ces nouvelles ambitions. Il avait vraiment des étoiles plein les yeux, et puis à un moment, quand je l'ai écouté, je me suis fait un peu embarquer pour le coup, je trouvais ça assez inspirant, et puis au bout d'un moment, je lui demande, mais ce que vous êtes en train de me raconter, est-ce que quelqu'un l'explique aux alternants quand ils rentrent dans l'entreprise? Et en fait, il m'a répondu assez surpris, il me dit, non, personne ne leur donne accès à ce type d'information. Alors pour le coup, j'ai envie de dire que ça part un peu de là. Avant même de mettre un pied dans l'entreprise, il me paraît assez indispensable que l'alternant puisse potentiellement bénéficier, pourquoi pas d'une vidéo du DRH qui explique ce que je viens de raconter à l'instant, une courte vidéo qui lui donne envie, qui soit inspirante, qui soit de nature à l'embarquer dans cette aventure, comme un voyage. Ouais. Autre conseil pour préparer l'intégration des nouveaux alternants, c'est d'identifier des moyens de communication avec l'alternant. L'intégration, elle débute avant que le collaborateur arrive.
C'est important et ça permet de rassurer le futur alternant qui sache quel est le dress code de l'entreprise, s'il y a des places spécifiques pour se garer, s'il y a une cantine ou quoi que ce soit pour aller déjeuner. Voilà, c'est des informations pratiques que les collaborateurs maîtrisent au quotidien, mais qu'on oublie parfois de communiquer aux nouvel alternants. D'autres informations aussi importantes qu'il aurait besoin de connaître, donc plutôt que de lui dire voilà 3-4 personnes clés que je rencontre dans le couloir et pour le reste n'hésite pas, tu reviens me voir si tu as des questions, c'est vraiment prévenir les collaborateurs de l'entreprise qu'il y a un nouvel alternant qui arrive, qu'il y a organisé dans le planning de ces différentes personnes des temps d'échange pour présenter leurs services, pour présenter la façon dont ils vont pouvoir collaborer ensemble, plutôt que d'apporter dès le premier jour du nouvel alternant un gros classeur en lui disant voilà on se revoit dans 2 jours, bonne lecture, de lui apporter des informations, de la documentation au fur et à mesure de son intégration. Et puis le point essentiel, c'est aussi de lui apporter du feedback construit, du feedback structuré, du feedback positif, parce qu'il en a besoin. Il découvre une nouvelle entreprise, un nouvel univers, il suit sa formation et il a besoin vraiment d'avoir des retours à la fois de la part de son tuteur et puis d'autres collaborateurs de l'entreprise. Le dernier point qui nous semble important à vous évoquer dans le cadre de l'intégration, c'est la communication des alternants. Donc souvent quand une classe se crée, quand l'année scolaire démarre, les jeunes en fait créent un groupe sur WhatsApp, sur Messenger ou un autre outil pour échanger ensemble sur leur vécu, sur différentes informations de la formation, type WhatsApp. Ça peut être intéressant aussi qu'une personne de l'entreprise ait accès à ce groupe, soit inclus dans ce groupe pour pouvoir aussi apporter plus d'informations, des retours d'expérience, des informations techniques sur l'évolution de la formation. Oui, moi j'ai trouvé intéressant qu'il y a récemment une entreprise qu'on accompagne qui me racontait que les alternants avaient très spontanément, plus de 300 alternants, très spontanément créé un groupe sur WhatsApp et communiqué entre eux. Puis au bout d'un moment, ils ont dit à la DRH, ils ont demandé à la DRH comment fait-on pour communiquer avec le reste de l'entreprise dans un groupe, dans WhatsApp ou sur une plateforme qui nous est dédiée. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes s'adresser et être maîtres d'être à l'initiative de leur développement également, qu'on les autonomise et qu'ils puissent eux-mêmes s'adresser aux bonnes personnes pour aller demander là des bonnes pratiques, du sponsoring, pour aller demander de la documentation, que sais-je, et aller chercher des informations et potentiellement même être dans l'autre sens diffuseur de bonnes pratiques et diffuseur également de nouvelles idées, parce qu'on a, et on le vit aussi au sein de Develop Invest, on a des alternants qui sont de très très bonne qualité et qui ont on va dire, un comportement qui est extrêmement mature en fait en matière de travail professionnel et qui sont capables de nous apporter une ouverture d'esprit, une capacité de recul que nous n'aurions pas dans d'autres circonstances. Et en fait, il existe des outils type Uppear, Talmundo, qui sont des plateformes qui permettent de communiquer justement, qui permettent de capitaliser également pour faire en sorte que ces alternants restent, parce que je rappelle que le sujet c'est bien ça, ils restent, ils se développent, ils ont envie d'apporter à l'entreprise et à la fin ils rentrent, on est capable de les embaucher, ça sert bien à ça, tout cela ne sert qu'à ça. En tout cas ça sert essentiellement à ça. Et donc on a également par le biais de ces plateformes-là la capacité à évaluer les compétences acquises tout au long du parcours. On peut aussi retrouver, et ça c'est un travail qui doit être fait, mais qui n'est pas toujours fait correctement en tout cas, avec les organismes de formation qui ont placé, entre guillemets, des alternants dans les entreprises. Leur travail ne s'arrête pas là, il s'agit de suivre également tout au long de la vie de l'alternant l'évolution des compétences acquises, et je pense notamment à des compétences comportementales, puisque de plus en plus c'est à celles-ci qu'on fait appel, parce que par définition, les alternants apprennent un métier plus technique, mais en l'occurrence, ils peuvent avoir et développer également des compétences comportementales, et celles-ci doivent être également mesurées tout au long de leur parcours d'alternant. Alors finalement, comment fait-on pour dire que notre politique, moi je vous pose la question, comment faites-vous pour dire à votre direction des ressources humaines, ou à votre direction générale, nous avons une superbe politique d'alternance? Quels sont les critères, quels sont les indicateurs, ou à contrario, notre politique d'alternance n'est pas bonne? Est-ce que vous suivez votre contribution supplémentaire à l'apprentissage, à l'alternance, ou voilà, quels sont les indicateurs? Nous on en a 4 qu'on peut partager avec vous, il n'y en a pas que 4, c'est pas du tout exhaustif, mais
L'idée, c'est de vérifier d'abord qu'il y ait une capacité à transformer les alternants en salariés, parce que je précise que, pourquoi ça m'est cher cette notion-là, parce que quand on interroge les entreprises, et on le fait très régulièrement chez Develop Invest, sur les raisons majeures pour lesquelles ils souhaitent développer la politique de l'alternance, la raison numéro 1, très loin devant toutes les autres, c'est recruter les talents de demain. Pour recruter les talents de demain, il va bien falloir à un moment leur donner un contrat de travail à la suite de leur alternance. Et donc ça, c'est pour moi le taux de transformation. Et là, je distingue le taux de transformation en CDI du CDD. Le CDD ne compte quasiment pas. Il répond souvent à des principes, à des règles saisonnières, mais là, il s'agit vraiment de dire comment fait-on pour recruter ces alternants. Vous pouvez également travailler avec, ou en tout cas considérer le taux de rupture, parce que là, il vous donne des indications. Le taux de rupture, c'est donc le nombre de contrats qui ne vont pas à leur terme d'alternants. Et comme l'a dit Céline tout à l'heure, une partie d'entre elles, de ces ruptures-là, interviennent dès la période d'essai. Et quand le taux de rupture est plus fort pendant la période d'essai, c'est souvent le signe d'un mauvais ciblage, d'un recrutement. Ça peut être le signe également d'une intégration qui n'est pas bien réalisée. Quand à contrario, le taux de rupture est un peu plus loin dans la vie du contrat et de l'alternance, on peut imaginer que c'est plutôt lié à l'accompagnement. Donc là se pose la question du tutorat, par exemple. Et puis également à la nature des missions qui sont confiées à un alternant qui a besoin, comme chacun d'entre nous, d'avoir de la variété, d'avoir des sources d'inspiration, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir le sentiment d'appartenir à une société et de lui apporter quelque chose. Et du coup, ce taux de rupture a du sens en termes de pilotage. J'aime bien aussi la répartition apprentissage-professionnalisation parce qu'elle témoigne d'autant plus maintenant que la réforme de la formation apporte de la souplesse et élargit le spectre concernant l'apprentissage et la professionnalisation, mais elle témoigne de l'équilibre que vous êtes capable d'apporter entre apprentissage, professionnalisation et de la diversité des sources d'alternants que vous êtes capable de mobiliser. Et puis enfin le dernier, qui est le ratio alternant-école. Avoir une politique de relation école, centre de formation, que sais-je, digne de ce nom, c'est accepter que vous puissiez réduire le nombre d'écoles ou de centres de formation. Donc, quand j'ai une entreprise qui réalise 500 contrats d'alternance par an et qui a plus de 300 organismes de formation en France, je dis peut-être que ça vaut le coup qu'on se penche un instant sur la question pour rationaliser cela, même si on a bien conscience que des situations géographiques particulières peuvent être un frein à cela, mais en l'occurrence, on a quand même de nombreux réseaux d'écoles et de centres de formation qui se développent et qui font en sorte d'avoir une capacité on va dire, de mutualisation nationale. Je pense que ça vaut le coup quand même de se pencher sur cette question. C'est un indicateur facile à mesurer. Après, vous pouvez aussi croiser tous ces taux. Quand on regarde les taux de transformation, j'ai fait l'exercice récemment avec un de nos clients, taux de transformation par école. Et alors là, on a des vrais chiffres et on peut tout de suite s'apercevoir que quand une école régulièrement est à 100% de taux de transformation et une autre régulièrement à 0%, on a une capacité d'arbitrage qui est assez rapide. En tout cas, ça vaut le coup de se pencher sur cette question-là. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Alors la réforme, en conclusion, à ce stade en tout cas, la réforme, si on peut dire qu'elle assouplit les conditions dans lesquelles s'exerce l'alternance, on peut aussi dire qu'elle ne révolutionne pas particulièrement l'alternance. Disons qu'elle accompagne une transformation qui est accélérée des métiers. On voit bien que quand on dit qu'on ne connaît pas la moitié des métiers dans 5 ans, ça veut dire que c'est vraiment un enjeu de faire en sorte qu'on ait la capacité à former le plus vite possible et le mieux possible des alternants, en l'occurrence, qui vont devenir des salariés de demain. Donc en cela, cette réforme-là, elle a du sens pour l'alternance. J'ai envie de dire que j'espère que ce n'est qu'un premier pas et qu'on va continuer à développer ce dispositif pour lequel, vous le savez, la France est plutôt en retard après s'être un peu moqué de nos confrères allemands et qui ont eu du succès de ce point de vue-là. Donc c'est un vrai enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu également de société. Develop Invest a décidé de s'emparer de ce sujet, vous l'entendez. Et moi, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez avoir des informations plus précises par le biais de nos experts ou même par le biais d'une documentation détaillée à l'adresse mail qui figure sur les slides qui suivent ou qui sont en dessous. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. Alors, nous avons déjà merci beaucoup de toutes les questions que vous nous avez posées pendant cette présentation. Alors,
Première question, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les travailleurs handicapés pour signer un contrat en alternance? Non, il n'y en a pas. On peut recruter une personne en situation de handicap qui a n'importe quel âge, il n'y a pas de limite. Alors, on a une deuxième question sur la durée du travail en apprentissage. Donc, le temps de travail de l'apprenti est identique à celui d'un salarié, des autres salariés. Donc, la durée légale du travail effectif, c'est 35 heures hebdomadaires. Ce qu'il faut savoir, c'est l'apprenti peut également effectuer des heures supplémentaires sans autorisation dans la limite de 220 heures par an, ce qui est quand même relativement large. Je pourrais vous mettre derrière à disposition un peu de documentation là-dessus, je ne vais pas passer dans le détail, mais les apprentis de moins de 18 ans bénéficient d'une certaine protection, évidemment. Donc il doit y avoir nécessairement 2 jours de repos consécutifs par semaine, etc. Je vous enverrai la documentation de ce point de vue-là. Et on l'a vu pendant ce webinaire, il y a une souplesse par rapport aux horaires, on peut passer de 40 heures au lieu de 35 et de 10 heures par jour au lieu de 8 heures. Il y a des compensations, des congés compensatoires à mettre en place quand on va au-delà de 35 heures par semaine. Alors, on a une question sur le contrat de pro expérimental. Non, pas de zone géographique particulière. Les contrats de pro expérimentaux peuvent être réalisés dans toute la France. Vous avez posé également une question sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Oui, le contrat peut être résilié, donc soit unilatéralement par l'employeur ou par l'apprenti jusqu'à la fin des 45 premiers jours de l'apprentissage pratique en entreprise. Et puis après, on a d'autres, on peut rentrer dans le détail, mais à l'initiative de l'apprenti après une saisie du médiateur dans un délai minimal de 7 jours calendaires après information de l'employeur. Je suis obligé de lire, pardon, c'est pas de mémoire. Pour faute grave, manquement répété aux obligations ou inaptitude dans les conditions de la procédure de licenciement pour motif personnel. La résiliation du contrat peut arriver également d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti. Oui, ça on oublie souvent, mais c'est important de discuter aussi entre l'apprenti et l'entreprise. Et puis le contrat peut être également résilié si l'apprenti obtient son diplôme avant le terme fixé initialement, à condition d'en informer par écrit l'employeur 2 mois à l'avance. J'imagine que ça n'arrive quand même pas beaucoup. Alors vous avez eu une question sur la PROA et le public éligible pour cette PROA. Donc la PROA est possible à mettre en place pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée et enfin aux salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en contrat à durée déterminée. Voilà le public éligible pour la PROA et en plus, évidemment, d'avoir une qualification professionnelle inférieure à un bac+2. Les 2 conditions sont à avoir pour pouvoir bénéficier de la PROA. Alors, vous avez posé une question sur la prime unique. J'imagine que c'est une société de moins de 250 du coup, de salariés. Donc la prime unique s'applique pour chaque apprenti qui appartient à une entreprise de moins de 250 salariés qui prépare une certification inférieure ou égale au bac. Et le fait de monter une classe dédiée ne change absolument rien par rapport à ces critères ni à la prime. Alors, vas-y. Oui, alors toutes les entreprises peuvent créer leur propre CFA à condition de respecter certaines obligations comme la gratuité de la formation, une comptabilité analytique et de répondre aux 7 indicateurs qualité qui vont bientôt paraître. Alors il y en a 6 qui sont déjà parus, il y a un 7e qui va arriver avec donc des critères et des indicateurs qualité impératifs à valider pour pouvoir créer son propre CFA. Du reste, des indicateurs et des critères qualité qui sont relativement, comment dirais-je, évidents et qui, dès lors qu'on souhaite valablement créer un CFA, auraient déjà du sens sans même qu'on parle d'indicateurs qualité. Je pense notamment à la qualification et la professionnalisation des personnels chargés des prestations. Oui, c'est un minimum en fait. Donc ce ne sont pas des critères qualité qui sont rédhibitoires ou qu'il est très difficile d'atteindre. Les indicateurs qualité identiques à Datadoc, non, c'est pas directement identique à Datadoc, mais clairement ça s'en inspire du fait, d'autant plus que Datadoc, qui en avait de mémoire un peu plus de 20 quand on rentrait vraiment dans le détail. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en dehors de certifications particulières, nécessitait quand même d'avoir un certain bon sens, un certain niveau de qualité, une exigence qualité, que de toute façon vous auriez, dès lors que vous auriez à réfléchir sur la création d'un centre de formation d'apprentis.
Mais non, ce n'est pas parfaitement cela. Mais si vous vous calez sur Datadog, j'ai envie de dire, vous êtes quasiment certain, voilà, vous êtes certain de pouvoir forcément rentrer dans la certification des 7 critères qu'on va devoir vous présenter. Est-ce qu'il est possible de cumuler les statuts organisme de formation et CFA? Oui, tout à fait. Il est possible de cumuler les deux statuts. Et à partir de 2019, un CFA sera avant tout, d'un point de vue juridique, un organisme de formation déclaré auprès du ministère du Travail. En fait, si vous êtes si votre entreprise est organisme de formation, et que vous voulez créer un CFA, de ce que je comprends maintenant, j'y vais à tâtons. De ce que je comprends maintenant, c'est que soit vous changez les statuts de votre entreprise, ce qui me paraît quand même être assez compliqué, parce qu'il faudra insérer l'objet social centre de formation dans l'apprenant d'apprenti, soit, et ça me paraît beaucoup plus souple et simple, en tout cas c'est ce qu'on préconise à nos clients, vous créez une structure juridique dédiée qui abrite l'organisme de formation, le numéro de déclaration d'existence que vous avez déjà. Et le lien entre, dernière question, le lien entre CFA et obligation, vous venez de le faire. À ce stade, pas d'autres questions? Il nous reste quelques minutes si vous souhaitez poser d'autres questions. Sinon, on est à votre disposition dans tous les cas après ce webinaire. Oui, envoyez vos questions à contact@developinvest.com, tout simplement. Ben voilà. contact@developinvest.com, envoyez vos questions et puis on sera fort d'y répondre si elles sont très techniques. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nos coordonnées sont accessibles. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre attention. On a été ravis de partager ce moment avec vous et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.